Pourquoi ils nous fuient? Eh bien, nous allons voir ça. Qui, ils, ces peuples, il y en a encore, moi ça me fait rêver, ça me fascine, qui vivent en dehors de notre principe d'existence. C'est pratiquement une rencontre avec ceux que Jean-Jacques Rousseau appelait les beaux sauvages. Avec nous, Bastien Beaufort. Alors, il s'occupe d'une société avec sa maman qui a tissé des liens avec des peuples qui, eux, sont sortis un peu de la forêt et acceptent de voir comment ils peuvent s'assurer un avenir en restant dans la tradition. Mais dernièrement, et c'est fabuleux, on a trouvé avec Cécile des images, elle a trouvé, voilà, et c'est par des drones qu'apparemment on les a surpris. Vous voyez ces personnages qui sont là, on est en pleine Amazonie. Nous sommes d'accord, Bastien? Vous êtes allé là-bas? Là, non. Non, mais en la Amazonie, région, manifestement, on y est, oui. Et alors, en l'occurrence, ces gens savent tout à fait se défier de notre présence. Il y a combien de peuples comme ça? Au Brésil, rien qu'au Brésil, on en estime qu'il y en a une quarantaine à peu près. Une quarantaine? Oui, tout à fait, de peuples dits non contactés, c'est-à-dire qui refusent en réalité le contact avec la société extérieure. Alors là, on les aperçoit, on voit véritablement qu'ils sont dans cette image du bon sauvage telle que Rousseau la définissait, sont des peuples de la collaboration, on ne sait rien d'eux. En revanche, ils sont combien d'individus à chaque fois? Ça, c'est difficile à estimer, 20, mais 40? voilà, ça va de 1. Il y a voilà, Ah oui, le solitaire. Il y en a un, oui, il y en a un ouais. qui est connu, c'est un solitaire, à quelques centaines, peut-être plus, on ne sait pas, mais en tout cas, ça ne va pas être plus de quelques milliers de personnes a priori. Oui, il n'y aura jamais. Sachant qu'au Brésil, aujourd'hui, vous avez 1 million d'Indiens, pour vous donner une idée. Voilà. On a une carte également avec les points où ils seraient censés se trouver, c'est ça? Ça, c'est une carte des Indiens avec qui on travaille, en fait. Ah, d'accord. Et en fait, vous avez les ronds, ce sont les productions de guarana, qui est le produit principal que nous commercialisons avec eux. On est chez les Indiens Sateré-Maoué, qui, eux, ont des contacts avec la société extérieure depuis au moins 350, voire 400 ans. Donc là c'est très récent. Voilà. Et pour autant, ils ont réussi à se maintenir dans une idée de filiation par rapport aux ancêtres. Parce que les ancêtres jouent toujours un grand rôle. Voilà, exactement. C'est vrai qu'aujourd'hui, les Indiens représentent parfois des nations au sein de la nation. Dans le cas des Sateré-Maoué, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont su résister à toutes les attaques successives de la colonisation, puis aux grandes entreprises multinationales. Dernièrement, vous avez eu dans les années 70, par exemple, Elf Aquitaine qui a fait des prospections pétrolières sur leur territoire sans leur accord. Mais ils ont réussi à subsister et aujourd'hui, ils ont une terre indigène qui est garantie par la Constitution brésilienne, où on ne peut pas rentrer sans autorisation de leur part. Et donc, cela leur permet de préserver à la fois leurs ressources et leur culture, évidemment. Mais est-ce que la première menace, ce ne sont pas les chercheurs d'or aussi, les arpailleurs? Voilà, il y a beaucoup de menaces en Amazonie. L'extraction minière illégale des orpailleurs. Aujourd'hui, vous en avez d'autres, ce sont les grands barrages, en fait, qui sont construits. Alors ça, les grands barrages, ça peut les couper de leur manne, c'est-à-dire que là où ils ont du poisson, puis il y a la pollution aussi. Il y a la pollution, il y a aussi les forestiers qui vont chercher du bois de manière illégale. Et l'abattage, aujourd'hui, on dit qu'il y a pratiquement un stade de foot qui disparaît chaque jour en Amazonie. C'est vrai que la déforestation, elle a beaucoup baissé sous les gouvernements de Lula et de Dilma Rousseff. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres, mais il est possible, je crois que c'est reparti sous le gouvernement actuel de Michel Temer, qui n'est pas du tout favorable aux Indiens ni à l'environnement. On est quand même sur les derniers chiffres que j'avais sous Dilma Rousseff, c'était 5 à 6 000 km² de forêt coupées chaque année en Amazonie. Alors forcément, quand on donne de tels chiffres, ça nous effraie. Ce qui rassure, en revanche, c'est l'étendue de l'Amazonie. Alors voilà, l'Amazonie, il faut bien comprendre, c'est 7 millions de kilomètres carrés. C'est une superficie aussi grande que l'Europe de Paris à Moscou. Et en fait, à l'époque, en 1492, peut-être qu'elle abritait des millions de personnes. En fait, l'Amazonie n'a jamais été une forêt vierge, comme on a bien voulu le croire. Oui, mais c'était des petites poches, parce que des millions de personnes, non. Eh bien, figurez-vous que si, parce que dernièrement, nous avons trouvé, par exemple, une région dans le sud de l'Amazonie, où il y a des constructions archéologiques très grandes. D'accord. Grandes comme la France, quand même. Oui, non, mais là, je veux dire, on est avec une civilisation. Mais pour ces peuples autochtones qui vivent, je dirais, dans la notion même de l'animisme, c'est-à-dire en rapport avec les esprits, c'est déterminant pour eux. Ça, c'est très intéressant. L'animisme, c'est l'idée selon laquelle nous, les humains, nous ne serions pas les seuls à être dotés d'une âme. D'après l'animisme, les plantes, les animaux aussi, les roches et les rivières, tous les éléments de la nature ont une âme. Donc en fait, on ne se distingue pas du reste de la nature par la culture, parce que ça, les animaux, les plantes l'ont aussi, mais éventuellement par la forme. C'est pour ça que les chamans peuvent prendre des formes différentes et se transformer
lors de cérémonies, voilà. Mais par exemple, le guarana, qui est la plante que nous commercialisons avec les Indiens Sateré-Maoé, est considéré par les Indiens Sateré-Maoé comme un des leurs. C'est un conseil pour eux. Quand ils consomment la plante, le guarana leur donne du savoir. Alors, leur donne du savoir, c'est-à-dire qu'il faut avoir une sorte d'attitude d'incantation lorsque je prends du guarana. Pas forcément d'incantation, mais au moins de respect. Hein. Le guarana est une liane voilà, qui est domestiquée en arbuste. Hein. Elle est voilà, c'est comme la vigne un petit peu chez nous. Là, c'est sauvage. Alors voilà, là on est vraiment dans la banque génétique du guarana, comme on dit, c'est-à-dire qu'en fait les Indiens Sateré-Maoé, ce sont eux qui ont inventé la culture de la plante. Aujourd'hui, le guarana, c'est une plante globale. Elle est vendue sous la forme de soda jusqu'au Japon, dans 150 pays. C'est grâce à ces Indiens que l'on connaît cette plante. Oui, mais on la connaît, mais on en a fait une culture industrielle. Eux, ils restent voilà, dans un exactement. authentique. C'est vrai qu'aujourd'hui, vous avez un peu deux systèmes. Il y a un modèle très industriel qui représente 80% de la production, c'est pour faire des sodas. Donc c'est des semences hybrides, c'est des produits chimiques, des prix très bas qui ne sont pas fixés de manière juste. Et nous, ce qu'on essaie de faire avec les Indiens, déjà, c'est de travailler sur la notion de terroir, de dire le guarana sauvage d'origine, il vient de chez les Indiens Sateré-Maoé et de chez eux seuls dans leur terre indigène. Et on applique des prix justes. Mais est-ce que leur intérêt serait pas, c'est la logique de l'hypermarché, plutôt que de travailler avec vous et d'avoir un petit budget ou une petite recette, travailler avec des industriels, on saccage un peu la nature, mais bon, on en prend un maximum. Et qu'est-ce qui fait qu'ils se cantonnent à une modernité, mais pas dans son amplitude? Pour nous, la seule solution, c'est de fixer un prix très élevé d'achat des matières premières, parce que on le paye 50 € le kilo, le guarana, au Conseil général des tribus Sateré-Maoé. Et en fait, en faisant cela, ça permet aux Indiens d'avoir un prix élevé pour leur production sans qu'ils augmentent les quantités. On est d'accord, mais qu'est-ce qui fait que les jeunes aient envie de rester avec vous dans ce principe de respect, de partage, d'égalité, très entre guillemets, alors qu'ils ont les tentations aussi d'une modernité? Si demain, là, vous voyez cette photo, ça c'est intéressant, c'est les pépinières. Ça, c'est le futur, parce que replanter en fait des arbres, des végétaux, c'est peut-être déjà restaurer leur environnement et apporter de l'alimentation dans les communautés. Et potentiellement, pour ceux qui veulent travailler dans le projet Guarana, ils peuvent éventuellement, avec ces arbres futurs, récolter des fruits qu'ils peuvent vendre, etc. Après, un autre aspect, c'est aussi la fierté d'être indien. Parce que les Indiens, au Brésil, en Amazonie, ça fait quand même 400 ans qu'ils sont très marginalisés, ils sont exploités, qu'on leur dit qu'il ne faut pas parler leur langue parce qu'on leur dit que c'est des sauvages. Enfin bref, une marginalisation terrible. Et le but, c'est aussi de redonner de la valeur à la culture indigène et qu'ils puissent être fiers aussi d'être indiens. Quand on les reçoit au niveau du gouvernement, ils ont des contacts avec les membres politiques. De plus en plus. Il y a une notion de respect ou est-ce qu'on les reçoit de façon un peu hautaine? Le gouvernement actuel a fait partie de la dictature militaire des années 1970 qui a participé à des éradications, voire des tentatives de génocide d'Indiens. Et alors ça ne les fait pas fuir? Ils ont encore confiance en notre parole? Ils ont confiance dans le fait qu'au niveau international, des mouvements se créent pour la défense des Indiens. Ça, c'est sûr. Ils ont aussi conscience que des mouvements sont sensibles à la préservation de l'Amazonie. Et ça, ces Indiens, ils vont aussi les chercher à l'extérieur. C'est pour ça qu'on peut travailler avec eux, parce qu'ils savent que s'ils s'en tiennent seulement à leurs gouvernements locaux et aux entreprises locales, ça ne va pas marcher. Donc en fait, ce qui est intéressant, c'est que les Indiens Sateré-Maoé avec qui on travaille, mais en général les Amérindiens, ils arrivent vraiment à combiner la modernité dans le commerce, dans les réseaux sociaux, dans les études supérieures de plus en plus, et la culture indigène. Vous parlez des études supérieures. Vous êtes jeune, vous êtes allé souvent les rencontrer, vous avez été dans des zones où, je dirais, ils font en sorte que nous, les Blancs, on ne pénètre point. Qu'est-ce qui les motive pour rester dans cette vie agraire où on se coupe quand même, on n'a pas le portable, on est privé de ce qui nous semble, nous, indispensable. Absolument. En fait, c'est vrai que la question est complexe, mais à mon avis, elle s'applique tout à fait au monde rural en Europe aujourd'hui. C'est-à-dire que les jeunes aussi partent de la terre. C'est un mouvement mondial, en réalité, l'urbanisation. Oui, mais nous, quoi qu'il arrive, le pauvre gars... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que leurs conditions de vie sont encore malheureusement inférieures à tous les autres groupes sociaux de la région en Amérique latine. Donc les Indiens restent encore très marginalisés, mais on voit quand même que, d'une part,
tous les jeunes ne partent pas. Il y en a beaucoup qui restent, qui ont envie justement de revaloriser leur culture traditionnelle, qui peuvent avoir une rente dans des projets qui valorisent la biodiversité. Et ensuite, il y a un projet très intéressant qui est une université indigène, qui s'appelle la Libre Académie du Ouara. Ah ben, on revient au premier sujet. On revient au premier sujet, c'est-à-dire que... Alors l'enseignement, il est fait comment? Eh bien justement, Oui. le but, c'est que ce sont les étudiants qui construisent les programmes. D'accord. L'université est inversée, c'est-à-dire qu'en fait, on va partir de la culture indigène pour construire la mythologie, l'histoire, l'anthropologie depuis le point de vue indigène. Ça, on peut comprendre. C'est le côté culture intrinsèque. Mais si on veut entrer dans cette friandise qui est celle des mathématiques, de la physique, là, c'est un peu plus compliqué. En fait, cette université, pour l'instant, elle se combine avec l'enseignement officiel. Hein. D'accord. C'est-à-dire que le but, c'est de... Il y a l'éducation conventionnelle qui est assurée dans les villages par notamment de plus en plus d'Indiens Sateré-Maoé eux-mêmes. Mais c'est une éducation qui va, par exemple, apprendre la mythologie grecque aux jeunes Amazoniens, alors qu'ils ont une mythologie en Amazonie absolument exceptionnelle. Donc le but de la Libre Académie du Ouara, parce que Ouara, ça veut dire connaissance en langue Sateré-Maoé, c'est de repartir de leur culture et à partir de là, de reconstruire quelque chose qu'ils ont oublié en fait. Tout à l'heure, on a évoqué l'animisme. Il y a toute une partie spirituelle, on en appelle aux esprits, dans des rituels extrêmement marqués. Ça signifie qu'il y a aussi des initiations. Est-ce que les jeunes aujourd'hui sont dans ce type d'entraînement culturel ou est-ce qu'ils ont du mal à suivre et ils ne rêvent pas de sortir de la forêt pour aller avoir une voiture et taquiner le champignon? En fait, les deux choses ne sont pas incompatibles. C'est ça qui est intéressant. Ah oui, mais enfin, on va avoir non, mais on va vraiment avoir des jeunes qui vont donc faire, par exemple, l'initiation chez les Indiens Sateré-Maoé. Ce sont les mains dans les gants infestés de fourmis Tucandera qui sont extrêmement vénéneuses, qui est une initiation très difficile, mais bon, qui est l'équivalent de notre baccalauréat hein, en Europe ou en France, par exemple. Et en même temps, ils vont aller en ville parce que les transports, il y en a beaucoup plus qu'avant, et ils peuvent aller sur Facebook, s'habiller un petit peu comme nous. Et en fait, ce qu'on voit dans les cultures amérindiennes aujourd'hui, c'est vraiment cette capacité d'absorber de différentes cultures et d'en créer quelque chose de nouveau, en fait. Ce que je veux dire, c'est que la culture amérindienne, elle est dynamique aujourd'hui. Il ne faut plus du tout la voir justement comme le bon sauvage de Rousseau. Il ne faut plus la voir en tant que telle, mais comment créer cet équilibre économique et être dans une juste mesure du compatible? D'après nous, le commerce équitable est un moyen qui permet d'aller vers cette mesure. C'est-à-dire qu'en donnant de la valeur à la biodiversité et à la culture traditionnelle amérindienne, on peut travailler sur des prix qui permettraient aux producteurs amérindiens de ne pas avoir à rentrer dans les logiques d'agriculture intensive ou d'élevage avec du bœuf, mais plutôt de continuer à faire ce qu'ils ont toujours fait, c'est-à-dire des jardins-forêts, où vous avez une diversité d'aliments, de fruits, de plantes médicinales pour la subsistance, tout en leur apportant un revenu. Vous venez de parler des plantes médicinales. Ça signifie qu'ils n'ont pas la tentation de nos médecines à nous, d'une médecine... Si, bien sûr. Bon, alors, Bien sûr, parce que quand on vous coupe un bras, vaut mieux aller effectivement à l'hôpital, bien qu'ils aient sans doute des plantes aussi dans leur forêt. Oui. Mais en fait, encore une fois, les choses ne sont pas incompatibles. Je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que les programmes de l'État brésilien ne sont pas vraiment adaptés à la culture différenciée des Indiens. C'est-à-dire que dans la santé ou dans l'éducation ou même dans la culture, des programmes vont être appliqués qui visent un petit peu à assimiler les Indiens. C'est-à-dire qu'on ne va leur apprendre que l'éducation conventionnelle qu'on enseigne aussi à São Paulo à 5000 km. Donc tout le but du projet Guarana que l'on fait avec ces Indiens Sateré-Maoé, c'est pas de dire c'est pas bien la modernité, c'est de dire il y a aussi la culture amérindienne qui a des choses à apporter. C'est vraiment une idée de dialogue. La démographie, elle existe. Elle est énorme. Bon. Ils sont 18 000 aujourd'hui. Bon, bah oui, mais alors quand ils vont être 200 000, 300 000, 2 millions, que va-t-il se passer? Déjà, Est-ce qu'il n'y a pas une logique? Non, mais parce qu'il faut quand même penser à l'avenir. Bien sûr. Bon, si on est dans cette réalité de la perspective, est-ce qu'on ne se dit pas, malheureusement, les autres ont raison de rester en dehors de notre système? Pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a à peu près 500 000 Indiens qui ont des terres indigènes au Brésil. Et leurs terres indigènes, c'est une superficie de 1 million de kilomètres carrés. C'est 2 fois la France, donc c'est énorme. Ils ont beaucoup d'espace encore, les populations amérindiennes. Alors, ils ont des pressions extérieures, on en a parlé. Mais dans le cas des Sateré-Maoé, par exemple, c'est intéressant. Ils sont 18 000 sur un territoire grand comme la Corse. Il y a encore de la place. Eh bien, il y a encore de la place. Merci beaucoup, Bastien Beaufort. Voilà, le Guarana, on peut tous se doper avec ça. Et on se retrouve la semaine prochaine, mais dès lundi, entre 11h30 et midi. Ça s'est passé 1. À demain.